Allons commencer avec quelques données générales sur le climat. Ce graphique montre les vagues de chaleur que nous avons eues en France dans le passé. Donc deux périodes, la période 1947-1980 où il y a eu 7 épisodes de chaleur, parmi lesquels on peut trouver par exemple la canicule de l'été 1976. Ensuite, on remarque que sur la même période de 33 ans, de la même durée, 33 ans, mais entre 1981 et 2014, nous n'avons plus eu 7 épisodes de chaleur, mais le double, c'est-à-dire 14 épisodes de chaleur. Et ces épisodes de chaleur sont classés sur le graphique euh, selon leur durée ou selon l'intensité de chaleur. On reconnaît donc sur le graphique en rouge, par exemple, la canicule de 2003. La diapo suivante nous montre ce que pourraient être à l'avenir ces vagues de chaleur. Donc là, on est sur un scénario du GIEC, un scénario qu'on appellera laisser-faire, puisque c'est la tendance du climat si on ne ralentit pas les émissions de gaz à effet de serre. Et qu'est-ce qu'on voit si on se concentre sur les bulles en rose? C'est que pour la fin du siècle, 2071-2100, on pourrait être confronté à des vagues de chaleur beaucoup plus importantes, autant en durée qu'en intensité de chaleur, allant jusqu'à des vagues de chaleur de plus de 100 jours. 100 jours, là la plus importante à droite, donc une vague de chaleur de quasiment 3 mois consécutifs. C'est exactement cette situation que nous souhaitons éviter en mettant en place des actions de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors ça, c'était pour la France de façon assez générale, l'impact du changement climatique sur les températures. Mais si on regarde un peu plus près de chez nous, on a par exemple cet indicateur que nous avons calculé pour la commune de Corseul dans les Côtes-d'Armor. Donc cet indicateur, c'est le nombre de jours estivaux que nous pouvons avoir par an. C'est un indicateur qui est calculé avec un scénario tout à fait moyen du GIEC. Donc ce n'est pas le scénario laisser faire, mais c'est un scénario de maîtrise partielle du changement climatique. Cet indicateur nous montre qu'entre 1961 et 1990, à Corseul, il y avait en moyenne 13 jours estivaux par an. Pour la période 2021 à 2050, on se situe autour de 27 jours estivaux par an. Par contre, si on regarde la période 2071-2100, on pourrait aller jusqu'à 50 jours estivaux par an. Ce sont des moyennes, sachant que, par exemple, lors de l'été 2019, nous avons dépassé ces 27 jours estivaux qui étaient attendus en moyenne pour le milieu de ce siècle. Le changement climatique se manifeste principalement pour l'instant par une élévation des températures. Du côté du cumul annuel des pluies, on constate que les évolutions en Bretagne ne sont pour l'instant pas significatives. Elles peuvent être légèrement à la hausse ou légèrement à la baisse, mais pas de façon significative. Par contre, le critère qui augmente de façon significative parce qu'il est lié aux températures, c'est l'évapotranspiration, donc l'ETP, qui augmente significativement. Et cet ETP, en fait, contribue à la dégradation du bilan hydrique. L'agriculture est concernée par les émissions de gaz à effet de serre. Elle a sa part parmi les autres secteurs d'activité dans les émissions. Une part qui est assez atypique, puisque l'agriculture émet 3 sortes de gaz à effet de serre. Un gaz à effet de serre commun à tous les secteurs d'activité qui est le dioxyde de carbone, lié à la combustion des énergies fossiles par exemple. Le dioxyde de carbone est un gaz à effet de serre de référence, celui qui nous sert un peu d'étalon en quelque sorte. Et par référence, en fait, on estime que son pouvoir réchauffant est de 1. Alors le pouvoir réchauffant, en fait, c'est la capacité du gaz à provoquer de l'effet de serre. C'est lié à la fois à la durée du gaz dans l'atmosphère et puis aussi à sa capacité à absorber la chaleur. Mais l'agriculture émet 2 autres gaz à effet de serre, donc qui lui sont propres. Donc le méthane, CH4. Le méthane est plus réchauffant que le dioxyde de carbone, il a un PRG de 28. Et puis le troisième gaz à effet de serre est le protoxyde d'azote, N2O, et celui-ci est encore plus réchauffant puisque son PRG est de 265. Les émissions de méthane et de protoxyde d'azote ne sont pas liées en fait à l'utilisation des énergies fossiles.
Ils sont plutôt liés aux activités de fertilisation, d'élevage, d'utilisation des sols et ils sont assez caractéristiques des émissions de l'agriculture. Alors on voit sur ce graphique l'origine du CO2, donc les émissions liées à la combustion des énergies fossiles. On va aussi trouver la respiration des végétaux par exemple. Ensuite on voit les émissions de CH4, méthane, donc principalement les fermentations entériques liées à la digestion chez les ruminants, mais aussi ça peut venir du stockage des déjections animales dans le bâtiment ou sur le champ ou dans les fosses. Et le troisième gaz à effet de serre, donc le protoxyde d'azote, qui est lié au cycle de l'azote et qui va être émis au niveau des sols ou des zones humides de façon plus importante lorsqu'il y a beaucoup d'azote dans le milieu naturel. L'ensemble des émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture en Bretagne représente en fait 47% des émissions de tous les secteurs d'activité confondus. Donc on voit la place importante de l'agriculture sur les émissions de gaz à effet de serre, liée aussi à l'importance de ce secteur économique. Depuis 2009, les chambres d'agriculture suivent le bilan carbone de l'agriculture bretonne grâce à l'outil Climagri. Donc nous avons fait plusieurs bilans en 2006, 2012, 2016. Ces bilans nous montrent l'évolution des émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture bretonne. On peut dire que cette évolution en fait est complètement stable, malgré une augmentation de la production laitière en effectif et surtout en volume. Par contre, on a une légère diminution des émissions de gaz à effet de serre qu'on appelle indirectes, c'est-à-dire ce sont les émissions de gaz à effet de serre qui ne sont pas directement issues de l'exploitation, mais qui sont issues de l'amont de l'exploitation agricole, c'est-à-dire des achats, tels que les achats d'engrais, les achats d'aliments et le transport de ces intrants vers l'exploitation agricole. On voit aussi dans ce bilan carbone de l'agriculture bretonne la place importante de l'élevage. On voit sur le graphique en bas à gauche en fait la place de l'élevage au niveau des gaz à effet de serre directs et aussi indirects, beaucoup plus importante que celle des cultures. Et par rapport à la répartition des gaz à effet de serre, donc liée à l'élevage, on voit aussi l'importance du méthane avec 56% des émissions de gaz à effet de serre dans le bilan. Alors il faut faire un point de vigilance, c'est-à-dire que les gaz à effet de serre sont intégrés dans le bilan, non pas en fonction de la quantité de gaz, en tonnes de gaz, mais en fonction de leur capacité à provoquer l'effet de serre, c'est-à-dire que les tonnes, par exemple, de méthane vont être mises dans le bilan multipliées par 28, c'est-à-dire multipliées par le PRG du méthane. Voilà, ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'effet de serre et non pas les quantités de gaz en valeur absolue. Voilà. Alors il ne faut pas oublier que l'agriculture, elle est émettrice de gaz à effet de serre, mais elle peut aussi stocker du carbone. C'est le propre de la photosynthèse, de récupérer le carbone de l'atmosphère pour le mettre dans les sols et dans la biomasse. Ce stock de carbone est important puisqu'il représente environ 40 années d'émissions de l'agriculture bretonne. Et ce stock de carbone évolue à la hausse de façon non significative, mais en tout cas on peut dire qu'il est quasiment stable en fait. Voilà. Ce qui nous intéresse, ça va être la variation annuelle du stock de carbone, c'est-à-dire la capacité des sols et de la végétation à stocker de plus en plus de carbone dans le sol et la biomasse. À toutes les échelles territoriales, des programmes structurants sont en train de se mettre en place pour accompagner la réduction de l'impact des activités sur le changement climatique. Donc au niveau européen, on a depuis le début 2020 la mise en place du Green Deal qui fixe des objectifs de neutralité carbone à l'échelle européenne. Au niveau de la France a ratifié l'accord de Paris et a regroupé ses objectifs au sein d'un document qui s'appelle la stratégie nationale bas carbone, avec les objectifs de neutralité carbone aussi à l'horizon 2050. L'ensemble de ces objectifs sont déclinés ensuite au niveau de nos régions.
Donc en Bretagne, on peut citer la conférence bretonne de la transition énergétique et aussi le SRADET qui est en train de se mettre en place, ainsi que les réflexions au sein de la BRAISCOP. Et cela se décline à nouveau à l'échelle des territoires au niveau des EPCI dans le cadre des PCAET, plans climat, air, énergie territoriaux, où tous les secteurs d'activité sont concernés, y compris l'agriculture, avec des objectifs qui peuvent être pris sur les gaz à effet de serre, sur l'alimentation et sur la gestion de l'eau. Parallèlement à ces documents structurants sur le climat, on va retrouver aussi les documents structurants qui existent sur la gestion de l'eau, puisqu'on ne peut pas dissocier en fait la planification de l'eau de la réflexion, notamment sur l'adaptation au changement climatique. Donc là, on va retrouver au niveau européen la directive cadre sur l'eau, avec des objectifs sur d'état quantitatif des masses d'eau. Ensuite, au niveau de la France, on va retrouver à l'échelle des bassins versants, et pour nous du bassin versant de Loire-Bretagne, les SDAGE, qui concernent en fait la gestion des eaux, la gestion des étiages, et puis on va retrouver aussi le plan d'adaptation au changement climatique. Au niveau de la Bretagne, on a un plan breton pour l'eau qui se met en place. Et puis, à l'échelle des territoires, on a pour la Bretagne 21 SAGE, donc schéma d'aménagement et de gestion des eaux, qui prévoit notamment en ce qui nous concerne la possibilité de travailler sur la répartition des volumes d'eau entre les différents usages. La stratégie nationale bas carbone de la France, comme on le disait, pointe une trajectoire 2050 vers la neutralité carbone. C'est-à-dire que si on se projette en 2050, en fait, on efface quasiment les émissions de gaz à effet de serre des secteurs du bâtiment et du transport. Et en fait, on voit apparaître de ce fait la prépondérance de l'agriculture dans le bilan 2050, où il n'est pas aussi facile d'effacer des émissions de gaz à effet de serre, puisque nous sommes sur des processus vivants. Donc l'agriculture occupe quasiment la moitié du bilan projeté en 2050 des émissions de gaz à effet de serre. Mais ces émissions de gaz à effet de serre résiduelles devront être compensées en 2050 par du stockage de carbone. Donc plusieurs moyens pour stocker ce carbone sont prévus, donc la forêt, le développement de la gestion durable de la forêt, les produits en bois, donc stockage dans le bois. Ensuite, des systèmes qui seront peut-être mis en place d'ici là sur la capture et le stockage du carbone. Et enfin, en vert, on voit apparaître la fonction stockage du carbone sur les surfaces agricoles. Concernant la stratégie nationale bas carbone, des scénarios ont été élaborés pour chaque secteur d'activité. Pour l'agriculture, un scénario a aussi été élaboré. Il prend en compte d'abord une évolution des comportements alimentaires, une augmentation de la demande en biomatériaux, la réussite de la transition énergétique dans le secteur agricole. Il prend en compte aussi le fait que l'agriculture met en œuvre toutes les bonnes pratiques liées à la réduction des gestes et au stockage de carbone, ce qui permet de limiter l'impact 10 à 20% seulement. Donc pour aller plus loin et atteindre les objectifs de division par 2 des émissions de gaz à effet de serre, tous les scénarios existants incluent une option avec une baisse du cheptel de moins 15 à moins 33% selon les productions. L'exercice de scénarisation a aussi été réalisé pour l'agriculture bretonne dans le cadre du SRADET. Un scénario transition F4, qui est la transposition du scénario national stratégie nationale bas carbone, permet d'atteindre un objectif en Bretagne pour l'agriculture de 65% de réduction des gaz à effet de serre d'ici 2050. Ce scénario F4 englobe aussi une réduction du cheptel de l'ordre de 29% pour les vaches laitières, 26% pour les autres bovins, mais aussi des réductions sur le porc et la volaille, et par contre une augmentation de 13% du cheptel ovin et caprin. Ces hypothèses nous posent beaucoup de questions, notamment sur l'effet réel de tels scénarios par rapport à leur impact sur l'équilibre des systèmes et aussi sur les stocks de carbone des sols.
En tout cas, l'exercice de réflexion dans le cadre de ces scénarios est poursuivi actuellement. Pour aller plus loin, actuellement, plusieurs études prospectives ont démarré. Une étude prospective à l'initiative de la région Bretagne qui a été confiée au bureau d'études Solagro et qui demande au bureau d'études de produire 3 scénarios contrastés permettant d'atteindre les objectifs de la stratégie nationale bas carbone pour la Bretagne. Donc ces scénarios peuvent jouer sur la demande alimentaire, sur l'utilisation des terres, sur les pratiques agricoles et les systèmes de production et aussi sur les imports-exports. De son côté, la Chambre régionale d'agriculture a aussi lancé une étude prospective Quelle agriculture bretonne en 2040 avec pour objectif d'envisager tous les facteurs de changement ou de continuité que l'on peut actuellement identifier pour l'agriculture et de produire plusieurs scénarios qui vont pouvoir concerner les agriculteurs, les conseillers, les acteurs économiques et aussi les pouvoirs publics. Sur ces scénarios, un sera retenu et celui-ci fera l'objet d'une étude de son impact sur le climat. Mais ces scénarios envisagés par la Chambre d'agriculture ne sont pas à la base contraints par des objectifs climatiques. Quel plan d'action pour les chambres d'agriculture? Avant d'envisager les différents niveaux d'un plan d'action, nous allons préciser 2 termes. Nous devons travailler sur 2 aspects, effectivement, l'atténuation du changement climatique et l'adaptation au changement climatique. Ces 2 termes sont souvent confondus, mais ils recouvrent des réalités différentes. L'atténuation du changement climatique, ce sont toutes les actions que l'on peut entreprendre pour réduire ou pour retarder l'amplitude du changement climatique. Pour l'agriculture, il s'agit des actions de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des actions de stockage de carbone. Par contre, l'adaptation au changement climatique prend acte que quoi que l'on fasse pour les 10, 20, 30, 40 années à venir, la machine climatique est lancée et des changements perceptibles vont affecter l'agriculture. Face à cette évolution inéluctable, donc l'adaptation consiste à mettre en place toutes sortes d'actions qui va réduire la vulnérabilité des écosystèmes et de nos systèmes agricoles aux effets du changement climatique. Voilà, donc différence entre atténuation du changement climatique, une sorte d'action préventive, et adaptation au changement climatique, qui est une action curative en attendant que l'atténuation joue son rôle et permette de revenir à un climat plus stable. Au niveau des chambres d'agriculture, 3 niveaux d'action sont envisagés. Tout d'abord, un niveau d'action au niveau des agriculteurs pour apporter la possibilité aux agriculteurs d'avoir un parcours gagnant qui englobe tous les enjeux autour de l'énergie et du climat. Le deuxième niveau d'action est le niveau d'action entreprise, chambre d'agriculture. En tant qu'entreprise, que peut-on faire face au changement climatique? Et le troisième niveau est le niveau de l'accompagnement des territoires avec notre présence sur le terrain auprès des collectivités, notamment dans le cadre des plans climat. Au niveau de l'accompagnement des exploitations agricoles, l'objectif est de proposer aux agriculteurs un parcours gagnant. Ce parcours gagnant leur permet d'évoluer sur plusieurs axes simultanément ou indépendamment les uns des autres pour donner du sens à la transition énergétique et climatique de leur exploitation agricole. Premier axe, c'est d'évoluer vers une exploitation basse consommation d'énergie. Le deuxième axe, éventuellement, c'est d'aller vers une entreprise à énergie positive en se dotant de ses propres moyens de production d'énergie. Le troisième axe est de réduire ses émissions de gaz à effet de serre pour être une entreprise bas carbone. Et le quatrième axe, c'est d'explorer le stockage de carbone sur l'exploitation pour devenir une exploitation qui participe au stockage de carbone. Dans ce parcours gagnant pour l'agriculteur, la première étape concerne la gestion de l'énergie. Cet escalier nous montre la chronologie des opérations à mener, un diagnostic de ses consommations, les pistes d'économie d'énergie fossile et enfin la production d'énergie renouvelable. Les 2 premières marches portent sur l'évaluation de ses consommations, kilowattheure d'électricité, kilo de gaz, litrage de GNR, de les comparer à des références pour savoir si on est sur ou sous-consommateur d'énergie fossile,
Et cela conduit à la troisième marche, où l'on va identifier au vu de ces comparaisons les pistes à engager sur la réduction de consommation d'énergie. Ces pistes peuvent concerner la sobriété de l'exploitation, comme par exemple passer son tracteur au bon moteur, faire jouer la concurrence sur les contrats d'électricité, bien placer les sondes de température en élevage, entretenir les ventilateurs. La cinquième marche concerne l'étude de faisabilité des investissements en matériel économe en énergie. Par exemple, les pré-refroidisseurs ou récupérateurs de chaleur ou solaires thermiques en élevage laitier, les pompes à chaleur, échangeurs de chaleur ou ventilateurs économes en élevage hors sol. Cela, bien sûr, peut être facilité par les aides financières existantes, les CEA, Plan Éco-Énergie-Lait, etc. Ensuite, la sixième étape concerne la recherche d'autonomie énergétique de l'exploitation, solaire thermique ou autoconsommation photovoltaïque, chaudière à bois, méthanisation passive sur fosses alizées existantes. Les trois dernières marches concernent la diversification de revenus par des installations de vente d'énergie renouvelable, photovoltaïque, filière bois, méthanisation sous toutes ses formes. Il faut noter que cela contribue à la réduction de factures d'énergie fossile pour nos territoires. En conclusion, trois idées à retenir. Toutes ces étapes doivent être faites chronologiquement. Lorsqu'il y a des investissements, cela doit passer par des études de faisabilité pour évaluer les investissements, les résultats économiques, mais aussi le travail et les aspects environnementaux. Les pistes d'économie d'énergie conduisent à réduire les factures d'énergie fossile, à pérenniser l'exploitation, voire à augmenter sa valeur de transmission. La production d'énergie renouvelable concerne plutôt la diversification de revenus. Enfin, dans tous les cas, l'ensemble de ces mesures joue un rôle sur la réduction globale de consommation d'énergie fossile et donc de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Sur le volet émissions de gaz à effet de serre et stockage du carbone, plusieurs étapes peuvent être franchies par l'exploitation agricole. La première étape consiste à être sensibilisé sur le sujet des gaz à effet de serre et du carbone, donc de s'informer et d'avoir de l'information donc disponible pour prendre en compte ce sujet. La deuxième étape consiste à connaître sa propre situation par rapport à des références, donc connaître son empreinte carbone. La troisième étape consiste, à partir du résultat de son bilan carbone, consiste à identifier ce qu'on appelle les actions sans regret qui peuvent être mises en place dans l'exploitation agricole, c'est-à-dire des actions qui ont un effet positif par rapport à la réduction des gaz à effet de serre, tout en permettant de maintenir ou d'améliorer le revenu de l'exploitation agricole. Forcément, toutes les actions à entreprendre pour la réduction des gaz à effet de serre ne sont pas neutres au niveau du coût, au niveau de leur coût économique. Donc, d'autres actions restent à identifier qui auront peut-être un coût pour l'exploitation agricole. Et là, nous avons en fait à travailler sur des nouveaux modèles économiques ou à rechercher des financements nouveau type de financement pour rendre possible ces pratiques, ces investissements pour continuer la réduction des gaz à effet de serre dans l'entreprise. Au-delà de la réduction des gaz à effet de serre, l'entreprise agricole peut aussi améliorer sa capacité de stockage du carbone dans ses sols, dans son bocage, dans les arbres, si on fait de l'agroforesterie par exemple. Connaître cette capacité de stockage du carbone sur son exploitation peut passer aussi par un bilan pour savoir où on en est et connaître en fait les marges de manœuvre que l'on peut avoir pour stocker plus de carbone ou au moins conserver le carbone que l'on stocke déjà sur l'exploitation agricole. À partir du moment où on s'engage dans une démarche soit de réduction des gaz à effet de serre, soit de stockage du carbone, l'exploitation peut faire valoir son rôle sur le climat de façon positive au niveau économique et au niveau social en s'engageant dans les labels bas carbone et en devenant vendeur de crédits carbone à des entreprises qui de façon volontaire souhaiteraient compenser leurs émissions en encourageant des projets agricoles sur leur territoire. Nous allons découvrir 3 exemples d'actions qui peuvent être développées sur cette performance gaz à effet de serre et carbone de l'exploitation agricole. Donc un petit témoignage sur le bilan carbone,
un autre sur Nénuphar, qui est un système de méthanisation passive qui permet de capter le méthane, et enfin un troisième sur le programme Carbocage qui peut accompagner le développement de la gestion durable du bocage et donc le stockage de carbone par le bocage. Enfin, les exploitations agricoles de demain devront aussi être des entreprises adaptées au changement climatique et capables d'évoluer au fur et à mesure où le changement climatique se manifeste sur nos territoires. À nouveau, les premières étapes pour progresser vers cette adaptation sont en premier des étapes de connaissance des évolutions réelles du climat pour la zone géographique dans laquelle l'activité agricole s'exerce, notamment en bénéficiant des résultats des observatoires tels que l'observatoire Oracle, observatoire du changement climatique pour l'agriculture. Ensuite, il sera nécessaire de découvrir les perspectives d'évolution de ces indicateurs climatiques et agroclimatiques, non seulement dans le passé, mais aussi dans le futur, en bénéficiant des résultats des travaux de modélisation qui peuvent être présentés dans le cadre d'outils comme Climat 21 ou Climalet. Une fois qu'on a pris connaissance de ces indicateurs, la question se pose des conséquences réelles sur les cultures et l'élevage de sa propre exploitation agricole. Nous bénéficierons prochainement en fait d'outils de diagnostic de vulnérabilité des exploitations agricoles et de définition aussi des opportunités qui peuvent être liées à ce changement climatique en termes de nouvelles cultures ou nouvelles méthodes de production. Ces étapes de connaissance du changement climatique et des effets réels dans l'exploitation agricole ainsi que des effets à venir pourra être complétée en fait par la réalisation d'un plan d'adaptation pour l'exploitation agricole. On peut distinguer deux pas de temps dans ce plan d'adaptation. Un plan d'adaptation à court terme qui permet de mieux anticiper en fait les aléas climatiques, c'est-à-dire les risques qui augmentent, tels que les sécheresses, les coups de chaleur, le manque d'eau, voilà, toutes sortes d'événements assez aléatoires qui peuvent se reproduire de plus en plus fréquemment sous l'effet du changement climatique. Enfin, il faut aussi s'engager dans un plan d'action moyen terme ou long terme qui permettra de prévoir et de programmer dans le temps les évolutions et les modifications un peu plus profondes sur l'exploitation agricole qui peuvent toucher aux pratiques, mais qui peuvent toucher au système ou aux équipements qu'il va falloir avoir pour faire face à cette question du changement climatique. Forcément, ces deux niveaux d'adaptation ne peuvent pas se faire seuls sur son exploitation. Il y a un lien fort avec le territoire et les évolutions qui seront prises en compte à l'échelle du territoire. Il y a aussi un lien fort avec le développement ou l'orientation des filières actuelles ou de nouvelles filières demain et des marchés aussi qui seront accessibles demain. Tout ça rejoint aussi des décisions politiques qui devront être prises sur la gestion de la ressource en eau, sur les assurances. Nous vous proposons pour illustrer cette partie adaptation au changement climatique 3 zooms. Un zoom sur le programme Oracle, un zoom sur les travaux que nous menons par rapport au développement de nouvelles cultures et de nouvelles filières, et enfin un zoom sur la gestion de l'eau. Sur le déploiement sur les territoires bretons, la commande de nos élus de la Chambre d'agriculture, c'est de travailler sur les deux piliers, à la fois d'accompagner des collectifs d'agriculteurs sur les évolutions et les transitions climatiques, et aussi d'accompagner les collectivités qui sont dans des démarches, notamment plan climat, sur aussi l'ensemble du territoire breton. Tout ça en positionnant les compétences de la Chambre d'agriculture, bien sûr. Pour ce faire, on s'appuie toujours sur la dynamique des comités territoriaux et plus particulièrement des élus référents de la Chambre d'agriculture qui sont aussi membres de bureaux chambres. C'est avec eux qu'on construit les dynamiques locales. Et bien sûr, on s'appuie évidemment sur les équipes locales en proximité, avec toutes les compétences que l'on a en proximité, et on fait appel à des compétences qui ne sont pas en proximité quand c'est nécessaire pour notamment des expertises plus précises.
Le processus est souvent identique, que ce soit dans le cadre d'un accompagnement de groupe ou dans le cadre d'un accompagnement de collectivité. On part vraiment des besoins du territoire et des agriculteurs. Ensuite, sur la base de ces besoins, on mobilise un collectif d'agriculteurs, des têtes de pont ou des agriculteurs du territoire. Et puis, on co-construit avec la collectivité et avec les agriculteurs un plan d'action agricole. Donc, quand on dit ça, on travaille à la fois sur le contenu très pratique du plan d'action, on réfléchit aussi aux questions de financement, d'animation, etc. Et puis, la phase, une fois que ce plan d'action est déterminé, la phase, c'est de mettre en œuvre concrètement des choses qui soient utiles pour les agriculteurs et qui soient aussi adaptées au territoire, puisque sur l'ensemble du territoire breton, les questions climatiques ne sont pas identiques et les dynamiques agricoles ne le sont pas non plus. Le projet d'entreprise Chambre d'agriculture sur le changement climatique. Nos actions doivent s'inscrire dans les orientations du contrat d'objectifs actuellement en cours de rédaction et notamment sur l'item « Accompagner les transitions et la multi-performance des exploitations sur le volet énergie-climat ». Plusieurs axes de travail sont d'ores et déjà identifiés. Tout d'abord, il faut amplifier les travaux de recherche et d'innovation afin effectivement de travailler et de poursuivre le travail engagé sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, sur également les orientations qu'il faudra donner demain à nos exploitations pour s'adapter au changement climatique et intégrer les impacts et les solutions à mettre en œuvre. Il faut également se mobiliser auprès des exploitants au travers de la formation, du conseil, des diagnostics, notamment en phase d'installation et de transmission des entreprises, afin d'apprécier la durabilité énergie-climat des projets et l'adaptation économique des systèmes au changement climatique. C'est aussi mobiliser nos groupes de développement sur les territoires pour créer une synergie d'action. L'accompagnement également passe par la montée en compétences des équipes. Nous avons un atout non négligeable, c'est effectivement la multicompétence des différentes équipes qui permet effectivement par la transversalité des actions de répondre à tous ces enjeux actuels et qui vont s'amplifier à l'avenir. Il faut également pouvoir se doter de ressources et d'outils de façon demain à pouvoir réaliser des diagnostics de vulnérabilité sur les exploitations. Fournir également aux exploitants un indicateur carbone à l'exploitation pour connaître leur empreinte carbone issue des productions. Et puis nous avons un logo dont il faut que chacun s'empare sur toutes les actions en lien avec l'énergie et le climat. Le logo, c'est bon pour le climat, c'est une marque, on va dire, qui nous permet d'estampiller toutes nos actions. Vous l'avez bien compris, réussir la transition énergie-climat en agriculture, c'est une conjonction, on va dire, d'actions permettant à la fois de jouer sur le revenu de la vente de crédit carbone, des revenus également liés à la vente d'énergie renouvelable. C'est demain plus d'efficacité alimentaire, plus d'efficacité énergétique, des actions sur les économies d'énergie qu'il faut poursuivre. C'est également des actions qui permettront de réduire l'érosion des sols et d'augmenter la biodiversité. Tout ça, effectivement, pour assurer une meilleure résilience des exploitations face au changement climatique. C'est agir également sur un parcellaire plus regroupé, de façon à réduire le temps de travail, mais aussi les consommations d'énergie. C'est d'assurer également des économies d'intrants et des économies d'eau. C'est également améliorer demain la fertilité de nos sols et avoir des sols plus vivants. Tout cela sans oublier qu'effectivement le socle de base restera bien sûr le revenu issu des productions agricoles de nos exploitations. Enfin, ce projet d'entreprise s'inscrit dans un contexte plus général, notamment au niveau régional, avec nos partenaires et le contexte politique qui accompagne ces mutations. Pour rappel, nous sommes engagés sur des projets, on va dire, structurants au niveau régional. Nous avons pris des engagements dans le cadre de la BRESCOP. Nous sommes actuellement également en partenariat avec le Conseil régional sur un projet européen concernant l'adaptation au changement climatique, le projet BRESIN,
pour lesquels nous attendons une réponse normalement avant été. Et puis au quotidien, auprès des collectivités, sur de nombreux plans climat, air, énergie territoriaux, avec une expérience toute particulière, donc engagée avec la communauté d'Oust-à-Brocéliande, une expérimentation sur 2 ans visant à mettre en œuvre des actions liées à ces plans climat, air, énergie territoriaux. Enfin, un forum, le forum qui a lieu tous les 2 ans par les chambres d'agriculture du Grand Ouest, le forum donc climat-énergie sur le thème de l'agriculture en évolution climatique et énergétique, ça bouge à l'ouest, qui aura lieu donc les 26 et 27 novembre 2020 à Saint-Aubin-du-Cormier, et pour lesquels, eh bien, écoutez, vous êtes invités à participer et à apporter votre contribution.